fondatrice d'une marque de vêtements, mais également directrice générale de You Consulting, qui est un cabinet de consulting en partenariat public-privé. Merci beaucoup à tous. C'est avec une émotion profonde que je participe à cette conférence aujourd'hui, dédiée à la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, en un lieu aussi symbolique que la maison de l'UNESCO. Et cette joie est d'autant plus forte que c'est ici, en France, terre qui a accueilli une partie de mon enfance et l'intégralité de mon adolescence, que se tient cette rencontre. Donc Paris n'est pas pour moi une ville sur la carte, mais elle incarne un pan de mon histoire personnelle, mais également spirituelle. Pendant les vacances scolaires, la jeune Marseillaise que j'étais venait dans l'état d'arrêt de Taverny, et c'est ici que j'ai reçu, je peux dire, mes premières doses de tarbia. On nous apprenait comment accrocher un pagne, comment faire du tchéré, et on nous initiait aux apprentissages religieux. Donc, effectivement, loin des frontières du Sénégal, mais au cœur de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Et je pense que c'est ce qui m'a donné peut-être le goût de comprendre et puis d'essayer de transmettre. Car dans un monde où ces héritages sont très souvent invisibilisés, où la parole de la femme reste marginalisée dans les cercles du savoir, il est précieux de voir des femmes porter leur voix dans les tribunes internationales. Car trop souvent, les conférences et panels de ce genre cantonnent les femmes à une fonction annexe. Elles sont souvent convoquées pour équilibrer l'affiche. Nañu digen pour mu darajal bis bi, etc. pour ajouter de la couleur. Et c'est justement la raison pour laquelle je tiens à féliciter les organisateurs de cette conférence qui accordent donc une place importante à la femme. Nous l'avons vu hier, surtout à travers le film documentaire que nous avons visionné ensemble. Cette initiative constitue à déconstruire les schémas narratifs dominants qui relèguent les femmes souvent aux marges du récit historique et opèrent une reconfiguration épistémologique en les réinscrivant comme sujets actifs et légitimes de la transmission spirituelle, de l'éducation communautaire, de la construction d'une culture de paix. Ce contexte de réhabilitation progressive des figures féminines dans les espaces de savoir, bien sûr, de spiritualité et de représentation, nous impose tout de même un questionnement fondamental. Pourquoi parler spécifiquement des femmes mourides? Pourquoi leur consacrer un thème, un exposé, un regard singulier? Pour certains, surtout pour certaines, cela pourrait sembler réducteur de toujours consacrer une thématique aux femmes, faite par une femme, comme si leur place devait constamment être réaffirmée, expliquée, explicitée. Mais moi, je pense qu'il serait quand même irresponsable de concevoir une mise en lumière, de concevoir donc que cette mise en lumière n'est pas nécessaire. Car rendre visible, c'est en partie rendre justice. Et c'est important. La femme est la première école. Si vous l'éduquez, vous éduquez une nation entière, disait Mohamed El-Ghazali. Parler des femmes, et surtout des femmes mourides, c'est donc répondre à une exigence de clarification conceptuelle, mais aussi à une urgence d'archivage et de reconnaissance. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de réhabilitation, non, mais d'un acte intellectuel et spirituel visant à restituer, à documenter et à théoriser ce qui s'est transmis jusqu'ici dans les marges de l'invisible, malheureusement. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Une femme mouride, c'est quoi? La question semble à première vue d'une limpide simplicité, mais en réalité, elle ouvre sur une abîme de complexité. Elle est d'abord un être humain doté de raison, de volonté, de responsabilité, à la croisée du sensible et de l'intellectuel. Mais puis, la femme mouride est une femme musulmane, arrimée à la foi et ancrée dans les obligations divines et la tradition prophétique. Et puis encore, c'est une femme qui est façonnée à l'école spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba, imprégnée d'un héritage et d'une pédagogie, d'un imaginaire et d'une discipline, mais surtout d'une discipline. C'est de cette femme plurielle qu'il s'agit aujourd'hui de présenter. Une femme qui incarne une alternative spirituelle à la modernité désenchantée, une femme enracinée dans la verticalité de la foi, mais tendue vers l'universalité des valeurs humaines. Le présent exposé ambitionne donc d'examiner une interrogation essentielle. Quel rôle et quelle importance de l'éducation de la femme mouride dans la pensée soufie de Cheikh Ahmadou Bamba? Une question en apparence
simple, mais qui convoque des champs multiples. La théologie, l'histoire, la culture, la spiritualité, la politique, le genre, etc. Une question exigeante, bien sûr, mais profonde, par contre nécessaire, que nous tenterons d'aborder avec une volonté affirmée de contribuer à la reconnaissance d'un paradigme éducatif féminin, musulman et mouride, au cœur même du projet pacificateur de Cheikh Khadim. À la suite donc de cet avant-propos, pour camper un peu le débat, permettez-moi de vous présenter brièvement le plan de l'exposé que nous allons suivre, qui s'articule autour de 3 points majeurs. Premièrement, sur le fondement spirituel et culturel de l'éducation de la femme mouride, qui sera articulé autour de 2 points. L'enracinement de cette éducation dans l'islam et le soufisme, mais également la pédagogie de cette éducation, où nous allons étudier ensemble une notion, un concept que j'ai voulu développer et que j'appelle la transmission tarbiatique. Deuxièmement, le rôle et l'impact de cette stratégie de l'éducation de la femme mouride. À travers le système donc de son éducation, de l'intime au collectif, à travers également la force économique émergente et structurante de son implication, mais surtout à travers sa transmission face aux défis contemporains. Et enfin, une partie 3 dédiée à la pédagogie universelle de Cheikh Ahmadou Bamba, donc sur la paix. Comment ne pas parler de la paix quand on parle au micro de l'UNESCO, mais surtout inclinée sur l'éducation, l'émancipation et la stabilité des femmes mourides, justement par rapport à cette pédagogie de paix. Alors, nous savons que nous vivons dans une époque marquée par une intensité inédite de bouleversement. L'humanité en quête de repères et d'apaisement semble plus que jamais confrontée à une crise de transmission et une fatigue civilisationnelle profonde. Dans ce contexte d'instabilité généralisée, où les conflits armés côtoient la misère morale et où le progrès technique n'a pas toujours conduit à l'élévation humaine, il est important de se poser une question fondamentale. Quelle éducation pour quel avenir? Face à cette urgence de paix et de réenracinement, la pensée soufie de Cheikh Ahmadou Bamba surgit comme une lumière salvatrice, car ayant choisi l'endurance plutôt que l'affrontement et le pardon plutôt que la haine, il a élevé l'éducation au rang de voies initiatiques vers Dieu, de réformes éthiques, mais surtout de baptiseuses de paix durable. Le combat de Cheikh Khadim ne fut ni militaire ni politique. Il fut spirituel, pédagogique, mais surtout universel. Il enseignant que la paix véritable est le fruit de la connaissance et que la réforme passe surtout par l'âme, mais surtout que le savoir est la première des résistances. Une résistance à quoi? Une résistance face à la violence de l'inculture. Inni ujahidu bil hulum wa bituha. Mais l'un de ces aspects les plus révolutionnaires et méconnus de cette vision, c'est la place qu'il accorda à la femme, bien sûr. Non comme une simple auxiliaire, mais comme un pilier central du projet de société islamique qu'il portait. Et dans une époque, en tout cas dans certaines zones, où on pouvait dire que l'analphabétisation, la relégation sociale et la dépendance économique étaient le lot des femmes africaines, Cheikh Khadim affirmait déjà par son action que l'éducation de la femme n'est ni un luxe ni une exception, mais une urgence spirituelle et civilisationnelle. Et alors, 2 mots par lesquels Cheikh Ahmadou Bamba répondit à un homme venu lui donner des nouvelles de son enfant en lui disant « Si c'était un garçon, il serait déjà en âge de débuter l'apprentissage du Coran. » Le cheikh, dans un calme pénétrant, répondit « Et alors, ba muy jigéen nag bokk na ci li tax ku mel ni man mën a taxaw fii tey. » Une réplique brève mais chargée de sens qui révèle l'égalité fondamentale qu'il reconnaissait entre les sexes dans l'avenir et dans l'accès au savoir et à l'éducation spirituelle. Ce « et alors », ce ba muy jigéen nag, loin d'être anodin, résonne aujourd'hui comme une prise de position ferme contre les discriminations éducatives, marque une rupture avec les préjugés genrés et affirme une conviction profonde. L'éducation n'est pas une faveur accordée aux garçons, mais un devoir d'humanité partagé. Dans le cadre de cette conférence, il nous revient donc de réhabiliter cette dimension, d'en parler, d'en rappeler l'ancrage islamique, la portée éducative et l'impact pacificateur, car la femme dans l'islam authentique n'est ni effacée ni périphérique.
Elle est dépositaire de savoir, mère de la transmission, gardienne de l'âme du foyer, actrice de paix et vectrice de la transformation sociale. L'islam, dans son essence coranique et prophétique, a toujours honoré la femme en la présentant comme partenaire de l'homme dans la gestion du dépôt divin, comme éducatrice de génération et comme pilier de la société. Le verset 35 de la sourate Al-Ahzab nous dit « Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat » mais c'est la fin qui est intéressante. Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Et Al-Bayhaqi ajoute que le hadith, c'est « Kulli muslimin wal muslimat » pour tout musulman et toute musulmane. Et Cheikh Ahmadou Bamba ne fit qu'incarner ce message coranique et prophétique dans le contexte colonial avec une sagesse et une audace rares. Il forma ses filles de la même manière que ses fils, confia des responsabilités aux femmes, leur permit de rayonner dans un domaine du savoir, des commerces, de la spiritualité. Il forgea ainsi un modèle économique, le modèle de la femme mouride, celle dont au sein de la communauté le rôle est immense et l'importance décisive. C'est donc à cette figure que nous consacrerons cette réflexion humble, afin de tenter de mieux comprendre le rôle et l'importance de l'éducation de la femme mouride, non comme un thème abstrait, mais comme levier concret de transformation, de stabilité et de paix dans un monde très troublé. Alors, parlons de ces fondements spirituels. Quelle éducation, dans quel enracinement? L'éducation de la femme mouride trouve son fondement dans le double socle de l'islam-soufisme. Elle puise son sens dans la tradition prophétique où l'instruction est érigée en devoir universel et s'inscrit dans la voie spirituelle tracée par Cheikh Ahmadou Bamba, pour qui la quête du savoir est un acte d'adoration tout simplement. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui croient et qui ont reçu le savoir. Al-Mujadala, verset 11. Dans cette continuité, le Cheikh n'a cessé de promouvoir une éducation formée et fondée sur la purification de l'âme. Encore à Taskiya, la recherche du savoir utile, l'élévation par le service, la khidma. Cette approche, loin d'être réservée aux hommes, fut transmise aux femmes de sa propre lignée qui en furent les premières ambassadrices de la Mouridia. Sokhna Fatidja Mbaké, fille aînée du Cheikh, occupant un rôle clé dans cette transmission. Elle initia ses jeunes sœurs à la récitation du Coran, à la mémorisation des textes sacrés et à l'intériorisation des valeurs morales soufis. À une époque où les modèles éducatifs étaient fortement marqués par un patriarcat dominant, ce choix du Cheikh fut une révélation silencieuse, une révolution silencieuse. Il délégua à ses filles des missions pédagogiques fondamentales, leur confia non seulement le soin de transmettre, mais aussi celui d'incarner une pédagogie enracinée dans la spiritualité, la pudeur, mais surtout la discipline. On peut parler ici d'une véritable matrice éducative féminine, où la parole ne se crie pas, mais se transmet par le geste, par la répétition, par le service désintéressé. Encore, on parle de khidma, mais surtout par l'exemple. L'éducation de la femme mouride telle qu'elle est construite au fil des générations ne saurait être réduite à un simple apprentissage scolaire ou à une transmission académique classique. Non. Elle est dans sa profondeur une formation de l'âme, une élévation du caractère et une éthique vivante façonnée par la lumière de l'islam et du soufisme. Cette éducation puise ses sources dans les fondements théologiques de la religion, s'abreuve à la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'incarne pleinement dans la voie de Cheikh Ahmed Bamba. L'islam accorde à la femme un rôle fondamental dans la préservation du dépôt divin qu'est la connaissance. Et je trouve que on doit s'intéresser profondément au verset que je vais lire, qui est le verset 71 de la sourate At-Tawbah. Je pense qu'il est un verset qui pourrait régler beaucoup de problèmes dans le monde contemporain. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres. Ils ordonnent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde et Allah est puissant et sage. C'est très clair. Et ce verset illustre de manière éclatante la dualité volontaire dans le discours divin. Les croyants et les croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala n'emploie pas ici un pluriel englobant ou un langage générique.
mais désigne explicitement les deux genres, conférant à chacun une responsabilité partagée dans l'ordre social et spirituel. Il n'y a pas d'homme qui guide ici la femme, n'est-ce pas, Seigneur Abdelaziz? Il n'y a pas de femme qui suit, mais des alliés réciproques, engagés ensemble dans la prière, la réforme, la justice et l'adoration. Et cette symétrie linguistique est une preuve éclatante de l'égalité d'intention divine dans l'accès au savoir, à la spiritualité et à la transformation collective. Et cette alliance spirituelle entre les hommes et les femmes est le socle sur lequel repose toute éducation équilibrée. En ce sens, l'enseignement soufi fondé sur la purification du cœur, Tazkiyatun Nafs, la quête de la sincérité, l'imitation du prophète, etc., itiba, etc., confère à la femme une responsabilité morale immense. Elle est considérée non seulement comme dépositaire de la foi, mais aussi transmettrice de la sagesse pratique. Et ce modèle se distingue également par une forte empreinte culturelle, propre à la Mouridia, constituée d'un ensemble de codes, de postures, de gestes, de manières, etc. Donc, être une femme mouride ne saurait se réduire à l'adhésion formelle à un espace géographique, je pense que j'en suis la preuve, ni à la simple adoption de codes vestimentaires symboliques, mais d'une intériorisation progressive d'un ethno, d'un style d'être façonné par une spiritualité incarnée, d'une esthétique de l'action où le visible est constamment traversé par l'invisible. Et dans cette logique, la spiritualité soufie offre une matrice éducative particulièrement féconde dans l'enseignement donc de la voie mouride et se transmet souvent sans mots dans une forme de pédagogie par l'exemple silencieux. Et c'est beau. La femme mouride n'est pas seulement initiée donc, à une orthodoxie rituelle, elle est façonnée intérieurement par une progression d'imitation active, al-khudwa, de discipline morale, riyada, etc. Et c'est une constante vigilance intérieure. L'éducation véritable donc, est celle qui transforme les caractères et purifie les cœurs, non celle qui remplit la tête, disait Abu Hamid al-Ghazali dans Ulum ad-Din. Et dans cette perspective, la pensée de Cheikh al-Khadim s'inscrit pleinement dans la tradition soufie, mais avec une orientation profondément inclusive. Son œuvre, tout en étant ancrée dans la rigueur spirituelle, révèle d'une inclinaison éthique, ethnique, éducative, mais surtout égalitaire. Il affirmait dans la lettre aux croyantes à Sokhna Penda Diop, « Je te recommande de pratiquer la patience et de préserver dans la crainte révérentielle de ton Seigneur, fi sirri wal jahri, en public comme en privé. Alayki bisabri wa tahwa rabbiki fi sirri wal jahri, fa yahfir laki. Ainsi obtiendras-tu le pardon de Dieu. Donc réponds-toi sincèrement, constamment, et préserve toujours le faire de bien. » Et par cette exhortation à la vigilance morale, à l'endurance spirituelle et à la sincérité d'intention, le cheikh confie à la femme la charge pleine et entière d'un cheminement autonome, affirmant qu'elle est aussi apte à gravir les degrés de proximité divine que l'homme. Il ne la réduit pas à un simple rôle d'épouse ou de soutien, mais l'interpelle comme croyante, responsable et dépositaire d'une mission spirituelle individuelle. Innal muslimina wal muslimati. C'est donc dans cette pédagogie silencieuse mais exigeante que s'enracine l'éducation de la femme mouride. Une formation intérieure, informelle, mais radicalement transformatrice qui articule musulmanité, féminité et mouridité comme autant de dimensions harmonisées dans le même souffle divin. Ainsi pourrait-on proposer une lecture conceptuelle, celle d'une féminité mouride comme déclinaison éthique et spirituelle de la musulmanité soufie, enracinée dans la fidélité au Coran, à la sunna et à la voie initiatique. Et dans cette économie spirituelle, la femme n'est pas assignée à un espace secondaire, mais elle participe pleinement à ce que l'on pourrait appeler l'architecture morale du soufisme mouride, où le visible, les actes, ne prend sens que par l'invisible, les intentions. Et ce processus éducatif, bien qu'intrinsèque au circuit classique de validation institutionnelle, se relève d'une efficacité redoutable. Et c'est en cela que cette dynamique éducative peut être désignée par l'expression tarbiya incarnée, ce que je définis comme une formation intégrale du corps, de l'esprit et du cœur dont l'objectif n'est pas la performance extérieure, mais l'élévation intérieure et la consolidation d'une posture de vie alignée avec les exigences morales de l'islam et de la voie mouride. Maintenant, parlons de ce concept que j'appelle transmission tarbiatique, qui dit tout simplement que le savoir en islam n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Et dans cette parole divine, recevoir le savoir est un acte passif en apparence, mais il suppose une transmission active, un passage de témoin, une chaîne continue entre porteurs de lumière. Et ce verset établit une double hiérarchie spirituelle, celle de la foi et celle du savoir, ce qui est différent. Et il fait de leur alliance le cœur d'une élévation pragmatique
Car en islam, transmettre le savoir est donc un acte sacré et un prolongement du rôle prophétique. Et si l'homme a été honoré dès sa création par l'enseignement des noms, Surat al-Baqarah, verset 31, c'est que la transmission est inscrite dans l'essence même de la création humaine. On est né pour transcrire. Et c'est dans cette lignée divine et prophétique que s'inscrit ce que nous appelons ici la transmission tarbiyatique. En d'autres termes, un modèle d'éducation incarné, enraciné dans la foi, fluide dans sa forme mais rigoureuse dans ses exigences. Une transmission qui ne se limite ni à l'écrit, ni à la parole, mais qui façonne les âmes par la proximité, la répétition, l'exemplarité. Et c'est à travers cette transmission tarbiyatique que j'ai pu recevoir à Taverny les codes d'un enfant de Touba. C'est important. Ce concept que nous forgeons ici, dans une visée heuristique, renvoie à un processus de formation spirituelle, morale et culturelle propre à l'univers mouride, mais suffisamment fluide pour traverser les générations, les classes sociales, les frontières géographiques, etc. Et loin d'être localisée, elle s'exporte, se transporte et se recrée à distance. Elle se vit à Touba comme à Paris, à Montréal comme à Dubaï, à Ngogom comme à Istanbul. Elle n'a pas donc besoin de murs, de tableaux, ni même de textes, car elle repose sur une thérapie silencieuse des âmes, une formation par l'exemple, une élévation par la constance. Cette transmission tarbiyatique constitue donc un dispositif pédagogique transnational, en cela qu'elle permet à des femmes nées ou éduquées loin des bastons historiques du mouridisme d'être néanmoins pleinement forcées et forgées par son esprit. Ce modèle trouve une illustration éloquente dans la figure lumineuse de Sokhna Maïmouna Mbacké Al-Kubra. Je vais faire fi ou économie d'une partie de sa biographie que j'ai mis dans cette présentation. Le cher avait dit Maïmouna, tu as dissipé l'angoisse qui était dans mon cœur, parce que lorsqu'il a visité Chassidia Baba, il avait dans son cœur en fait le souhait d'avoir une fille qui pouvait parcuriser et écrire le Saint-Coran, etc. Donc je vais quand même avancer rapidement, parce que je vois Seigne Maudou qui est à côté de moi. Voilà, pour parler un peu et rapidement du rôle actuel et de l'impact stratégique de l'éducation de la femme mouride. D'accord ? Cette femme, donc, dont les pans de l'éducation se vit à travers l'intime et le collectif. Donc, elle transmet un modèle éducatif bien qu'informel, mais repose sur une pédagogie de l'exemple, la répétition, l'immersion, etc. Donc, elle produit des personnalités alignées sur les principes du mouridisme, capables de résister aux bouleversements globalisés. Et leur rôle fut central dans la stabilisation des premiers noyaux familiaux éducatifs, dans la mise en place des conditions sociales et affectives propices à l'émergence d'une voie spirituelle structurée. Il convient à ce titre de parler des épouses vénérées de Serigne Mor Anta Sali Mbacké, comme Sokhna Anta Ndiaye, Sokhna Issa Dieye Diop, Sokhna Faty Issa. J'avais quand même fait une petite présentation, je pense que le temps ne nous permettra pas de rentrer dans les détails. Mais je voulais juste dire que malgré les épreuves de l'époque, et notamment les périodes d'exil, de défis, etc., elles ont pu assurer la continuité de l'éducation religieuse et maintenir vivante la confiance dans l'idéal incarné du Cheikh. Et à Touba, le legs éducatif de ces femmes pionnières trouve aujourd'hui un prolongement vibrant, car malgré le taux d'alphabétisation historiquement faible, ces femmes ont fait de l'éducation de leurs filles une priorité indéfectible. Et je pense qu'en regardant la vidéo, le film documentaire hier, on s'est rendu compte que c'est une réalité effective au niveau de Touba. Par contre, il faut désormais parler à la place de celles qui se sont tues pour servir. Faire entendre cette pédagogie au quotidien, cette éthique du comportement qui a façonné des générations entières sans jamais réclamer la reconnaissance faciale. Comment garantir sa pérennité, la pérennité de ce modèle face à l'urbanisation rapide et à la globalisation des normes éducatives? Peut-il se formaliser sans perdre son âme? Et surtout, comment faire reconnaître ses compétences éducatives dans les politiques publiques souvent centrées à l'école transnationale? Je vais sauter malheureusement beaucoup de points. Par exemple, là, je parlais de la force économique de la présence de certaines femmes. Sokhna Maïmounatou Choufra, qui est une femme donc, qui se distingue comme la première femme des communautés religieuses sénégalaises à fonder un village qui se nomme Dar Wahab. Sokhna Ami Cheikh Mbacké, qui s'est distinguée par donc, les dynamiques de transformation agroalimentaire qu'elle a mise en place, Sokhna Mouminatou Mbacké, etc. Et je voulais juste expliquer que ces rôles de femmes, parce que le Cheikh
a donné, comme je vous ai dit, une éducation conçue sur une même base prophétique et coranique à ses filles et à ses garçons. Et ces femmes incarnent un entrepreneuriat religieux. Et je voudrais insister sur ce point où la foi et la finance se nourrissent mutuellement. Et je parle d'économétrie ou économie tarbiatique, qui consiste que l'activité marchande est enracinée dans une éthique spirituelle. Et les femmes en sont porteurs et c'est important. Et je dis que ces successions de projets démontrent que la puissance spirituelle ne s'oppose pas à la puissance économique. Au contraire, mais elle s'y intègre et elle donne naissance à un modèle structuré, inclusif et novateur. Et c'est important. Le mouridisme économique au féminin. Je vais terminer par là, monsieur le modérateur. Mais je voulais insister sur le fait que les filles de Cheikh Ahmadou Bamba ont bénéficié d'une éducation complète intégrant aussi bien la mémorisation du Coran, les sciences religieuses que les règles du savoir-vivre. Et leur impact fut multidimensionnel dans le sens qu'il fut spirituel, social, intellectuel, mais aussi économique. Donc il y a effectivement beaucoup de limites, beaucoup de contraintes à ces modèles que j'ai expliqués dans ce document. Malheureusement, le temps ne nous donne pas le luxe de pouvoir les expliquer ici. J'ai aussi parlé de la présence aujourd'hui de beaucoup de femmes dans le monde, d'une certaine vengeance. J'ai dit que les femmes aujourd'hui, en tout cas les femmes mourides, le mouridisme au féminin, je préfère, a franchi les seuils de la maison, du dara, du marché, pour habiter désormais les arènes institutionnelles, pour habiter les laboratoires de recherche, pour habiter les universités internationales. Et bien qu'un nombre important de femmes restent confrontées aux limites de l'alphabétisation, etc., ceci atteste d'une véritable revanche symbolique, portée par une élite féminine nourrie de tarbiya, formée dans les meilleures écoles du monde et enracinée dans la spiritualité soufie de Cheikh Ahmadou Bamba. Ces femmes sont aujourd'hui médecins, professeurs, avocates, etc. Et elles participent activement aux réflexions globales, tout en portant en filigrane les enseignements d'humilité, de sagesse, de khidma, de himma de Cheikh al-Khadim. Touba li habdin mouridin, sadiqin lahumu bi hidmatin ou bi hubbin ou hadiyati. Et le plus remarquable est que cette innovation se fait sans abandonner l'éthique de l'âme. Je suis en France, je parle français, mais je reste une mouride dans l'âme, dans mon identité, et c'est ce que je transporte, et c'est ce qui est important. Cependant, et cela doit être souligné, parce que je le dis souvent, et c'est important pour les filles, parce qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui sont là, qui sont nées en France. Moi, j'ai décidé de quitter la France pour rentrer au Sénégal, qui était une terre méconnue, parce qu'à l'école, je n'avais pas le droit de me voiler. Et aujourd'hui, je reviens en France, je fais des conférences, je fais ma thèse ici en France, et je suis gardée ce voile. C'est important. Notre identité, ce n'est pas un mouchoir. L'intimité, c'est de l'ordre de l'intime et non du privé. Donc, c'est important de vivre son identité, de le transporter, mais surtout de le transmettre. Je vais conclure, parce que je parlais de la pédagogie de Cheikh Ahmadou Bamba comme source universelle de la paix, mais je vais conclure rapidement. Je donnerai le document aux organisateurs. Je vais conclure rapidement en disant que l'histoire du mouridisme témoigne d'une profonde reconnaissance de la femme mouride comme actrice essentielle de la transformation sociale. De Sokhna Diarra Bousso à nos contemporains, les femmes ont été et demeurent les veilleurs silencieux d'une civilisation spirituelle fondée sur la paix, le savoir, etc. Leur impact est multiple car il est né spirituel, éducatif et social, économique mais surtout culturel. À l'UNESCO aujourd'hui, au cœur de cette institution qui porte la mémoire de l'humanité, les espoirs du monde, nous affirmons que la paix ne s'impose pas, elle s'éduque. Et on dit souvent qu'il n'y a pas d'alternative à beaucoup de choses. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas d'alternative à l'éducation. Et il ne peut y avoir éducation complète sans femme. Impossible. Cheikh Ahmadou Bamba fut un artisan de paix universelle, je termine. Et son œuvre éducative appelle à équilibrer à la lumière et à l'élévation de l'âme. Je termine. L'éducation de la femme mouride en est l'un des canons les plus puissants. Il me reste 2 phrases promis. Et il faut en faire un levier de grande réflexion, mais surtout de profondes réformes. Et à travers ce travail, j'ai terminé, nous avons tenté de rendre visible un certain nombre de concepts. Mais il ne suffit plus de le vivre, il faut maintenant le penser, le défendre. Donc nous lançons un appel solennel ici à l'UNESCO aujourd'hui, aux universitaires, aux États, aux organisations religieuses, aux décideurs et au peuple. Découvrons Cheikh Ahmadou Bamba, mais surtout découvrons sa vision de la femme et sa pédagogie. Il est temps que les femmes ne soient plus tenues aux marges de l'histoire spirituelle, au nourolé, au maquillage,
alors même qu'elles ont été les piliers fondamentaux et silencieux. Il est temps que le mouridisme rende visible ce qu'il a toujours pu sauvegarder. La femme est celle qui enfante aussi bien les saints que les sociétés. Nous ne pouvons, j'ai terminé, nous ne pouvons plus perpétuer un héritage sans voix. J'ai terminé, c'est promis. Si la femme mouride incarne la patience de Cheikh Ahmadou Bamba, la rigueur de sa mission et la noblesse de sa khidma, alors elle mérite aujourd'hui la reconnaissance formelle de sa mission éducative, de son génie pacificateur et de sa grandeur spirituelle. Et ma dernière phrase va donc à l'endroit de ceci. Cheikh Ahmadou Bamba a résisté aux armes. Les femmes mourides ont enseigné sans bruit. Et aujourd'hui, ceci peut être cela, la plus grande urgence pour un monde en quête de repères, réapprendre la paix à l'école des mères, mais surtout à l'école des femmes. Merci.